Avec Anthony Denet, journaliste chez ImoWeek, nous vous amenons aujourd'hui à la découverte de l'immeuble Freedom, porte-maillot à Paris. Freedom a été conçu sur les principes de la biophilie, jardin et rooftop végétalisés accessibles à tous, balcon filant à tous les étages, sous-façade en bois, transparence et luminosité maximale, notamment dans la vaste galerie en attique qui court sur toute la longueur du bâtiment, avec des vues imprenables sur le bois de Boulogne et Paris. Les grands entretiens, un podcast ImoWeek. Freedom accueille le siège de la société Murex, éditeur de logiciels français créé en 1986 et qui est aujourd'hui le 3e mondial avec un chiffre d'affaires de 569 millions d'euros. L'immeuble Freedom est une réalisation du cabinet d'architecture PCA Stream, fondé en 2000 par Philippe Chiambaretta, architecte et urbaniste de renom. Philippe Chiambaretta nous a fait découvrir l'immeuble désormais en service, mais avant de parler de son travail sur Freedom, il est important de resituer l'importance du lieu, cette porte maillot essentielle, porte d'entrée sur la capitale française, un quartier qui a énormément évolué depuis les années 60. Oui, c'est un quartier qui a évolué en particulier à partir des années même 70, puisque c'est le moment où finalement ça a été l'arrivée en force de l'automobile dans Paris et où beaucoup d'avenues, de places se sont transformées en infrastructure. Et c'était le cas de la Porte Maillot qui de la petite place tranquille qu'elle était à la limite entre Paris et Neuilly sur l'axe historique, s'est transformée dans cet énorme échangeur qui connecte avec le périphérique, puis la construction du Palais des Congrès et d'hôtels. Et donc là, on arrive quelques 50-60 ans plus tard, dans une nouvelle phase où on est en train de repenser un petit peu la ville sur elle-même, et la Porte Maillot est l'exemple de cette restructuration dans laquelle il y a d'une part la place elle-même est en train d'être repensée pour retrouver la continuité historique. On va poursuivre la largeur de l'avenue de la Grande Armée jusqu'à Neuilly au lieu d'avoir ce grand rond-point. Et puis l'arrivée du tramway, la gare Éole, donc l'arrivée des transports publics sur ce point, et le patrimoine architectural des années 60 qui fait l'objet d'une grosse restructuration avec d'une part le siège de PSA, de la Grande Armée, qui vient d'être rénové, et puis cet immeuble donc qui a été baptisé Freedom et qui se trouve avenue de l'Amiral Bruix, dont on a entamé la rénovation en 2015 et qui a été livré en 2020. Voilà, c'est un concours lancé par AXA, donc qui s'occupe de la gestion de l'immeuble en 2015. Vous avez gagné ce concours avec PCA. Vous vous êtes occupé de la restructuration. Vous dites de ce bâtiment qu'il était visible, mais que personne ne le voyait. Jusqu'à maintenant, ça a été quelque chose pour vous qui a motivé justement vos travaux de recherche? Oui, parce que c'est toujours, je dirais, c'est un point de départ quand on l'audite, quand on essaie de comprendre le déjà là, d'analyser quelles sont les qualités et les défauts de ce à quoi on s'attaque. Eh bien, ce bâtiment-là avait un linéaire très important, plus de 100 mètres de long, placé donc sur la Porte Maillot, et je ne l'avais jamais vu. Et j'ai pu voir en parlant à certaines personnes, quand j'essayais de décrire, tu sais, cet immeuble qu'il a, personne n'en avait connaissance, alors qu'il était théoriquement immanquable. Et ça prouve bien quand même que il y a des immeubles qui sont quelque peu ordinaires et d'autres qui arrivent à exister. C'est vrai, des immeubles comme des gens. Voilà. Et il manquait un peu de personnalité. Vous nous avez dit également que la prise de valeur de cet immeuble passait également par l'ajout d'une surface en plus, que du coup ça passait également par cela. Qu'est-ce que vous entendez exactement par cette prise de valeur qui passe par un agrandissement de cet immeuble? Que je veux dire de création de valeur, c'est-à-dire qu'en fait, ces bâtiments que l'on rénove, certains, on en a conduit plusieurs dans Paris, avec des patrimoines qui, pour certains, sont haussmanniens, d'autres qui sont d'un plus récent, comme ici, patrimoine des années 60, assez intéressant d'ailleurs, qui était identifié comme des beaux immeubles de Paris. Très souvent, ils nécessitent, pour être mis à jour sur le plan et être actualisés, soit sur les usages, à la fois sur leur performance environnementale, sur l'intégration de nouveaux services qui parfois requièrent des volumes, des espaces qui n'existaient pas, des investissements importants.
Or, naturellement, qui dit investissement important nécessite un modèle économique. Et donc, ce modèle économique veut dire qu'on va créer par ces travaux une valeur locative, une valeur économique de l'immeuble après travaux qui sera supérieure à celle de départ. Sinon, on se contente de faire le minimum, une peinture moquette, et puis on repart pour un tour d'un bâtiment qui est complètement obsolète. Donc pour faire cette chirurgie lourde et que le bâtiment ensuite et qu'on puisse la financer, eh bien ça veut dire de créer de la valeur, ce qui est à la fois créer plus de mètres carrés souvent et mieux des mètres carrés qui valent plus par leur conception et leur qualité. Donc dans le cas naturellement on est limité par des règles d'urbanisme. Donc là, le travail consistait à voir ce que l'on pouvait créer comme mètre carré supplémentaire et d'une certaine manière, grâce à cette création de mètres carrés supplémentaires, on a pu obtenir de notre maître d'ouvrage un maximum de marge de manœuvre pour investir, améliorer et faire tous les travaux que l'on a proposés, qui étaient importants. Des travaux importants qui font de Freedom un immeuble désormais visible. Philippe Chiambaretta est l'architecte urbaniste qui, avec son agence PCA Stream, est à l'origine de cette rénovation, guidée par 3 aspects importants. L'espace, il vient de nous en parler, mais aussi la végétalisation de l'immeuble et la lumière. Nous avons d'ailleurs réalisé cet entretien avec Anthony Denet dans une salle de réunion située au 8e étage de la Tour Freedom, salle particulièrement lumineuse avec d'un côté une terrasse très végétalisée et de l'autre côté une coursive qui s'étend sur 100 mètres et qui est accessible depuis la salle de réunion et depuis les différents bureaux qui donnent sur elle. Oui, les critères aujourd'hui finalement qui déterminent le bien-être au travail et que l'on a documenté par de nombreuses études convergent sur des conclusions claires. Le confort, le bien-être est directement lié à la qualité de la lumière et des sons, donc les éléments immatériels, mais qui sont ceux que l'on ressent de manière polysensorielle. Et puis aussi ce sentiment d'un accès à l'extérieur, donc d'avoir un air naturel, d'avoir accès à des balcons, à des terrasses, à des jardins, à des rooftops. En l'espace d'une quinzaine d'années, c'est devenu absolument décisif. Et c'est vrai que les immeubles conçus dans les années 60-70 étaient l'époque moderne dans laquelle on se disait génial, grâce à la technique, à la climatisation, au chauffage, on peut s'orienter n'importe comment et faire les mêmes immeubles du Nevada jusqu'au Groenland, parce que de toute façon c'est grâce à l'énergie qu'on va pouvoir combattre les apports de chaud et de froid. Alors, cette période-là est terminée, heureusement, et donc il s'agit de retrouver des bâtiments qui soient plus dans leur climat et qui surtout ne contribuent pas à le dérégler. Et au niveau individuel, effectivement, ça fait partie on le sent intellectuellement ou intuitivement qu'il faut arriver à vivre avec cette lumière naturelle. Et donc, dans notre travail, on a tout fait pour donner plus de lumière, donner des accès aux espaces extérieurs. C'est un des combats les plus importants quand on s'attaque à ce genre de patrimoine. Une idée plus globale qui est de savoir comment dans les 10 à 15 années à venir, on peut, chacun à son niveau, fabricant de la ville, contribuer à cette idée d'une ville bas carbone pour tous. C'est une nécessité absolue. Et dans un secteur particulier dans lequel on est pas mal actif, mais pas que, naturellement, celui des espaces de travail, qui occupent quand même beaucoup de temps dans nos vies. On fait en sorte que ce soit des bâtiments qui rentrent dans ces objectifs-là, mais qui en plus soient des bâtiments, des lieux désirables dans lesquels les gens travaillent dans des bonnes conditions et ont envie de travailler. Et ce sera encore plus important après la pandémie, où beaucoup de sociétés se peinent aujourd'hui à faire revenir les collaborateurs. On a quand même la fierté de voir que dans beaucoup de bâtiments qui sont occupés par des entreprises, des bâtiments qu'on a rénovés, on a ces messages qui nous reviennent que les collaborateurs sont ravis de revenir au bureau, et ça, c'est une vraie satisfaction pour nous. Vous avez également abordé le thème de la voiture, notamment via les parkings, en disant que beaucoup d'immeubles, et notamment celui-ci, avaient indiqué justement qu'ils ne souhaitaient plus de parking. Est-ce que c'est une véritable tendance à l'heure actuelle, notamment sur les rénovations d'anciens immeubles des années 60 ou plus, de voir justement cette volonté de privilégier ces anciens espaces pour les réutiliser et en faire, entre guillemets, en avoir une autre utilité que celle qu'elles avaient jusqu'à présent? Oui, bien sûr, c'est une
Bon, on sait bien, la voiture est un sujet sensible, explosif et délicat. Mais si on essaie de regarder ça de façon un peu posée et sereine, dans les grandes villes comme Paris, dans laquelle il y a abondance de transports en commun et dans lequel il a été assez facile, même si c'est encore un peu, je dirais, en cours, mais dans lequel on va pouvoir, en quelques mois, quelques années, créer un réseau de mobilité douce, que ce soit des vélos, des trottinettes, etc. Donc de pouvoir se déplacer plus facilement sans voiture. Et la tendance est inéluctable. On constate que depuis une vingtaine d'années, il y a une baisse annuelle du trafic dans Paris qui est de 3 à 4% et qui s'accélère. Donc, dans Paris, il n'y a pas de débat. La voiture va être amenée à disparaître et c'est vrai que des politiques publiques, alors conduites avec plus ou moins, je dirais, de directivité, y contribuent. Mais au fond, ça va dans le sens de l'histoire. Et je pense que ce sera le cas dans toutes les grandes villes du monde parce que la voiture émet pas mal de CO2, même si demain elle devient moins émettrice avec les voitures électriques. Il est évident que ça crée quand même un certain nombre de désagréments. Donc oui, il y a une tendance globale, générale, dans les grandes villes, je précise. Le problème est un peu différent naturellement dès qu'on sort de Paris, où là, il y a un problème de mobilité qui est sérieux, qu'il faut pas maltraiter ou ignorer. Mais dans Paris, c'est simple. Donc, on voit bien aujourd'hui, et ça, c'est en 10 ans, on peut pas le nier, que la demande de parking dans des immeubles parisiens a considérablement baissé. Et quasiment, même aujourd'hui, on n'a aucun problème lorsque ça s'impose à ce que des investisseurs nous disent, pas de place de parking, pour peu qu'on soit près du métro, sur une adresse bien desservie. Ce n'est plus du tout un frein, là où c'est vrai qu'il y a encore 10 ans, ça apparaissait comme impensable de pas ouvrir, voilà. Et donc je crois que le premier immeuble sur lequel on a fait ce constat, c'était le Cloud, dans lequel on avait à l'origine 3 niveaux de parking, et à la fin, on avait quand même près de 30 000 mètres carrés de bureaux. On a eu moins de 100 places, ce qui n'a posé aucun problème pour attirer Blablacar, Facebook, Instagram, et donc des boîtes de premier plan qui n'avaient aucun intérêt pour la voiture. Moins d'espace pour la voiture donc dans les immeubles rénovés parisiens aujourd'hui et plus d'espace végétalisé et lumineux pour le confort des personnes qui y travaillent. Un constat que fait Philippe Chambaretta et qu'il a donc appliqué dans la rénovation de l'immeuble Freedom Porte-Maillot. Il a notamment voulu un large escalier lumineux et une coursive dont nous parlions tout à l'heure sur laquelle ont été installés des LED de couleur peu gourmands en énergie qui permettent la nuit à l'immeuble d'être vu de loin. Ces travaux réalisés sont-ils à la hauteur des attentes de l'architecte urbaniste qu'est Philippe Chambaretta quand il les a conçus ? Dans quelques règles, on a pu constater au cours de ces 10 années d'expérience sur des restructurations dans Paris, l'une est d'essayer de combiner à la fois un respect du patrimoine, parce qu'on est parfois dans des secteurs extrêmement sensibles. Alors c'est un peu moins le cas à Porte-Maillot, où on est dans un environnement moins patrimonial que lorsqu'on est rue de Lille, à côté du musée d'Orsay, mais néanmoins on a constaté que tout le défi était à la fois de s'insérer dans le patrimoine parisien et quand même d'arriver à amener un élément contemporain. Sinon on fait du pastiche ou juste... Et je crois qu'aujourd'hui, en particulier pour des immeubles de bureaux, il est important qu'il y ait en effet un peu de signature, pas de gesticulation. J'aime pas cette idée de faire un geste, mais en tout cas qu'il y ait un élément distinctif, une sorte d'audace. Je préfère parler d'audace que de geste. C'est ce qu'on a fait à l'angle Haussmann et Saint-Honoré avec le nouveau siège de Lazare, cette couverture en verre qui vient comme un peu un diadème se poser à l'angle. Donc ici, ça a été la même volonté, c'est-à-dire qu'on a un bâtiment qui est à l'entrée de Paris, et donc on a tous les dimanches soirs, enfin voilà un peu comment on se l'imaginait, un flux de gens qui viennent de Normandie, qui rentrent dans Paris, et je voulais que ce volume vitré qui vient comme un couronnement de l'immeuble puisse être une forme de lanterne qui fasse que finalement, alors sa couleur change tout doucement, très lentement selon les heures de la journée puis de la nuit, et que ce soit comme une boussole ou en tout cas comme une montre qui dise lorsqu'elle devient très très rouge, c'est qu'il est tard et qu'on rentre tard dans Paris. Donc cette sorte d'idée un peu poétique d'une veilleuse qui soit au chevet de la ville. Et de l'autre côté, donc on a créé à tous les étages des grandes passerelles, des grands balcons auxquels accèdent tous les bureaux,
qui sont des passerelles qui sont plantées. C'est pas des passerelles, c'est des balcons sur tous les étages. Et au cœur du bâtiment, donc là, dans la partie la plus épaisse, on a créé un escalier toute hauteur, donc qui est en lumière naturelle, qui est à la sortie des ascenseurs et qui est suffisamment bien dessiné et agréable à utiliser pour que finalement, ce qu'on constate maintenant que l'immeuble est plein et utilisé, ils prennent l'essentiel des trafics verticaux. Alors sauf quand on fait 9 étages naturellement, mais dans l'interétage, on va plutôt prendre cet escalier, d'autant que donc la société Murex qui occupe l'immeuble a décidé de mettre à chaque extrémité de ces escaliers, à chaque étage, des salles de réunion. Donc c'est un peu le lieu central où tout se passe autour de cet escalier en lumière naturelle. Bénéfique, puisque à ce moment-là, on marche plus, on fait du sport et puis on consomme moins d'électricité. Pour terminer, nous sommes ici, donc je le disais, au 8e étage, dans une salle de réunion avec vue sur tout Paris. D'un côté, la Tour Eiffel, de l'autre côté, la Défense. Vous êtes aussi l'architecte de l'immeuble The Link à la Défense. Vous avez évoqué la crise sanitaire, la difficulté aujourd'hui de l'immobilier de bureau. Comment vous, qui êtes un visionnaire, Philippe Chambaretta, vous voyez évoluer les choses pour l'immobilier de bureau demain? Alors, c'est forcément la question que se pose beaucoup de monde aujourd'hui dans le secteur. Et j'aurais la modestie de pas avoir de certitude sur le sujet. On observe ce qui se passe cette année. Je pense que les choses risquent de se stabiliser probablement dans les 2 années qui viennent. Mais les premières hypothèses qu'on pourrait s'autoriser à formuler, c'est que je pense que pour ce qui est du centre de Paris, pour ce qui est vraiment ces immeubles un peu qu'on dit prime, qui sont vraiment des images de représentation et d'identité, on voit pas aujourd'hui de baisse de demande, mais au contraire, l'importance et la nécessité d'avoir des immeubles encore plus désirables, encore plus attractifs, dans lesquels peut-être la part de cette fonction de collaboration et de faire sens, de faire du collectif augmente. Donc oui, on ne va plus venir au bureau pour produire, parce qu'on voit que dans un certain nombre de séquences de son travail, on est aussi bien ailleurs, chez soi, ou plus concentré finalement. Mais en revanche, ça deviendra encore plus important pour créer du lien entre les gens. Je crois que beaucoup d'entreprises ont souffert de ces 2 années où le collectif a été mis à mal. Donc beaucoup d'entreprises voient aujourd'hui des départs en cascade parce que ce lien s'est distendu. Donc je pense que les entreprises auront très envie de le renforcer, de le recréer. Et donc le bal bureau, c'est le lieu où on est ensemble. Mais pas forcément pour les mêmes raisons. Et je le disais, cette évolution, le télétravail a ouvert de nouvelles possibilités. Donc ça va certainement faire muter, continuer une tendance qui est déjà amorcée sur la conception des immeubles de bureaux. Donc ça devrait être encore plus exceptionnel, encore plus agréable pour qu'on ait envie d'y aller plutôt que de rester chez soi. Et alors c'est sûr que quand on est dans des secteurs tendus comme Paris, où le rapport offre-demande est quand même très en faveur de l'offre, il y a plus de demandes que d'offres. Donc dans ce cas-là, je ne crois pas qu'il y aura de chute des valeurs parce que on continue d'être sur un marché de la rareté. Si on se trouve dans des marchés où il y a plus, en inverse, le rapport est différent, il est possible que des immeubles mal conçus connaissent des difficultés. Ça, c'est probable. Mais ça ouvre de nouvelles pistes de réflexion pour l'agence PCA Stream et pour son fondateur, l'architecte et urbaniste Philippe Chambaretta, que nous remercions pour cette visite guidée de l'immeuble Freedom, désormais visible donc Porte Maillot à Paris. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.